Bonjour et bienvenue sur Question d'éthique. Nous parlons aujourd'hui de la personne vulnérable et nous parlons du regard social sur la personne handicapée. Pour débattre de ces questions, j'ai invité Patrick Collignon. Patrick Collignon est pédiatre et généticien, praticien hospitalier à l'hôpital de Toulon, coordinateur de la commission éthique et handicap à l'espace éthique méditerranéen. À côté de vous, Patrick, Lydia Despinois. Lydia Despinois est psychologue au CAMPS, qui est le centre d'action médico-sociale précoce de la Rose à Marseille, et vous êtes également détaché à temps partiel auprès de l'espace éthique méditerranéen. Ici Pierre Lecause, philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le rédacteur en chef de Forum, donc, qui est la revue du Centre éthique méditerranéen, publiée par la PHM, que je vous présente. Et naturellement, vous êtes membre du Comité national d'éthique. De l'autre côté de la table, face à vous, Jean Nodin. Jean Nodin est praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. Vous êtes professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, Corinne Touram, mère d'enfants handicapés, administratrice de la Chrysalide, qui est donc une association dont on a déjà parlé, dont on reparlera dans ce débat. Près de vous, Christian Bayon-Passe. Christian Bayon-Passe est avocat, diplômé en éthique et en pratique médicale. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen, chargé d'enseignement à l'université Paul Cézanne. Donc nous reprenons ce débat sur la personne vulnérable en parlant du regard social sur la personne handicapée. Et j'aimerais peut-être me tourner vers Patrick Collignon, comme d'habitude, j'allais dire, pour commencer ce débat, pour que vous nous parliez un petit peu d'un point de vue historique, comment ce regard social a évolué dans le temps et si cette évolution est finalement relativement récente. Patrick Collignon. Elle est très récente. On va essayer de faire bref. Je crois qu'il ne faut pas idéaliser les sociétés anciennes, les sociétés rurales. Le regard sur la personne handicapée, jadis, c'était le rejet, l'exclusion et la vision de la monstruosité. C'était ça. Les choses ont commencé à bouger à l'époque révolutionnaire, avec les médecins aliénistes, comme on disait à l'époque, donc un certain docteur Pinel qui a dans un premier temps, voulu individualiser les maladies mentales et distinguer le malade du délinquant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Peu de temps après, un autre médecin aliéniste, Esquirol, qui a décrit la déficience mentale, ce qu'on appelait à l'époque le modèle de l'idiotie. Et vous voyez comment ce terme médical ensuite a été perverti par la suite et est devenu avec une connotation péjorative, c'est dire le regard qu'il y a sur ces personnes-là. Et le modèle d'Esquirol, c'était quand même le modèle d'une déficience non curable. C'est plus tard que les choses ont évolué avec Bourneville et d'autres vers l'idée que ces enfants-là méritaient une éducation spécialisée et des soins. Et donc je crois que les choses ont bougé tant sur le plan médical que sur le plan regard de la société de façon très récente, je dirais sur les quelques décades qui nous précèdent. Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que les personnes handicapées forment un groupe à part? Non, c'est rebondir un petit peu à côté de la question. J'aurais envie de dire que ça ne peut pas constituer un groupe à part, qu'il y a plusieurs groupes, en fait, et plusieurs groupes à part. Le fait même que l'on mette tout le monde comme ça dans un même sac est assez symptomatique du fait que ceux qui les mettent dans un groupe à part, ce sont les autres. Il y a un groupe assez vaste de gens que l'on rejette, du fait d'un regard social très négatif, et puis ensuite des handicaps particuliers, spécifiques, qui sont vraiment spécifiques parce qu'ils présupposent un accès au monde et une compréhension du monde en elle-même un peu spécifique. Et là, à ce moment-là, ce sont de très nombreux groupes à part qui revendiquent cette spécificité. Christian Bayon-Passe, vous vouliez dire quelque chose, je vous vois faire un signe. Oui, au risque d'être un peu provocateur, je dirais, j'ai le sentiment que c'est toujours un groupe à part, puisque finalement, ce qui constitue l'être d'un groupe, c'est son droit à la parole. Or, il me semble que les personnes handicapées, on leur donne rarement la parole et on parle souvent, voire toujours, en leur nom et pour elles. Et d'ailleurs, il me semble qu'on en est un peu un exemple, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de personnes handicapées à cette table, et que peut-être leur faire retrouver la parole, c'est leur dire, eh bien, effectivement, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien là, avec nous, autour de nous et dans nous. Corinne Touram. Ça me fait un petit peu peur, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait
cet esprit de droit à la différence, ils sont différents, il faudrait un petit peu mieux l'aborder du côté les similitudes. Et l'intégration scolaire permet ça, parce que les futurs adultes qui sont en classe apprennent la quotidienneté avec un ego handicapé. C'est-à-dire que donc au départ, ils vont poser plein de questions, et puis après, ils se rendent compte qu'il fait il sait faire ça, il sait faire ci. Et il est comme nous, enfin, pour beaucoup de choses. Je pense que c'est très important, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation, et ça permet d'avoir un autre regard sur le handicapé, et qu'il ne soit pas à part, puisqu'en fait, il est comme nous, avec un handicap. Oui. Jean Ledin, pourtant, quelque part, je veux dire, le regard a été quand même très très longtemps, et l'est toujours aujourd'hui, un regard d'exclusion, finalement. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que le progrès ne peut naître que d'une seule chose, d'une plus grande proximité. Et au fond, ce qui modifie le regard social sur le handicap, c'est la proximité que l'on peut introduire avec les personnes handicapées et des personnes handicapées avec le monde de la vie quotidienne. C'est dans la proximité que les choses changent. Cette inquiétude, cette peur vient de la non-connaissance, en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, et donc on rejette ce qu'on ne connaît pas. Et puis il y a toujours cet esprit de chape de malheur, pauvre enfant malheureux, qu'il faut regarder avec pitié, alors qu'il a ses joies, etc. C'est vraiment en vivant avec lui à côté que ça vient naturellement. Sinon on ne peut pas l'empêcher. Hein. Moi-même avant, je n'osais pas regarder un enfant handicapé parce que ça me déchirait le cœur. Voilà. Et vraiment, dans les écoles, c'est formidable. Les enfants sont formidables. Ils ont je vous dis, pendant un jour, ils posent des questions. Après, ça y est, ça fait partie de leur classe. Ils ne se posent pas de questions après. Voilà. On a aussi parfois, la société a parfois aussi un regard sur les personnes handicapées, les handicaps, en disant finalement c'est l'environnement qui crée le handicap. C'est l'inadaptation de l'environnement qui crée le handicap. Alors est-ce que ça c'est un regard qui existe, qui tient la route quelque part, Lydia Despinoy? Oui, d'ailleurs ce que disait Corinne Tourrat me permet de répondre à cette question, c'est-à-dire que ça me fend le cœur. Et effectivement, en dehors de la célèbre réplique, c'est-à-dire qu'effectivement, la société et tout individu a tendance, dès qu'il y a un sujet de souffrance, de le dénier et de le projeter à l'extérieur et de le rejeter. Hein, et que là, justement, si l'environnement... Il ne faut pas nier qu'il y a des déficiences, qu'il y a des troubles mentaux, qu'il y a des troubles de la conscience, des troubles comme ça existe, c'est vrai. Néanmoins, si ça crée un handicap, c'est par notre difficulté aussi à nous de ne pas aller à leur rencontre, parce que tout ce qui est étrange et tout ce qui nous fait peur est mis à l'écart et projeté au dehors. Donc je pense que la société, effectivement, crée d'une certaine manière le handicap, dans le sens qu'elle ne va pas permettre la prise de place, je dirais, comme un enfant à l'école, parce qu'au milieu naturel, on sait que ça l'aide dans sa construction identitaire. Or, il faut se battre, vraiment se battre, pour obtenir des aides de vie scolaire, pour avoir des places dans les enfants à la maternelle. Notre région en avait trop, nous en a supprimé, parce qu'on en avait trop, ça marchait trop bien. Voilà, des choses comme ça qui font qu'effectivement, quand on dit pour le handicapé physique, hier, M. Bayon-Passe nous a parlé de tout ce qui était fait pour qu'il présente des examens, mais je me disais, s'il doit y aller en métro, le pauvre, comment fera-t-il? Il ne peut pas. Hein? Or, je veux dire, ça, ce sont des situations handicapantes, c'est-à-dire que la société ne favorise pas la réalisation de soi. Et c'est en ce sens, elle est inadaptée et elle surajoute, elle crée un certain handicap. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dénier les troubles. Hein? Je veux dire, Pierre Lecause, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, cet exemple me rappelle un épisode qui est récent. Dans une grande ville dont je tairai le nom, une journée des associations a été organisée et l'escalator était en panne. Et comme les associations étaient essentiellement des associations de personnes handicapées, il s'en est suivi que tous les représentants se sont retrouvés de fait handicapés. Alors c'est une illustration pour bien montrer qu'effectivement la société crée une inadaptation par la déficience de ces structures. Mais sur le plan philosophique, je voulais aussi donner une idée par rapport à l'histoire qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a un exemple de philosophe stoïcien qui s'appelle Épictète, et qui est un philosophe du 1er siècle après Jésus-Christ, romain, qui était boiteux. Bon, son maître, puisque c'est un ancien esclave, s'était amusé à lui tordre la jambe et il l'avait rendu boiteux. Bon.
Mais ce philosophe disait que ce handicap était un empêchement pour son pied et nullement pour sa volonté. Et donc il définissait son être par la volonté, ce que les stoïciens appelaient le tonus, et il se disait, moi je suis citoyen du monde. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société de revendication du droit à la différence, du droit à constituer une minorité, mais je pense que cette revendication, elle est symptomatique d'un malaise. On avait la Déclaration des droits de l'homme, on pensait qu'elle pouvait suffire, et puis progressivement, au cours du XXe siècle, on a vu se décliner des droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits bientôt du mourant, puisqu'on a vu un texte récent qui demande la nécessité de respecter la dignité du mourant. Et donc, les droits du handicapé, tous ces droits, finalement, laissent apparaître que notre déclaration des droits de l'homme, eh bien, nous n'avons peut-être pas été à la mesure des enjeux, des défis. Elle n'a pas été le ciment, en quelque sorte, qu'on aurait voulu qu'elle soit. Oui. Corinne Touram, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette idée ? Il y a l'effet de tous les jours, le fauteuil qui ne passe pas le trottoir, la voiture qui est garée sur l'emplacement, je veux dire, toutes les difficultés, surtout quand il y a un polyhandicap avec handicap moteur. Vous voyez à quel point la question de l'accessibilité, qui était une obligation dans la loi de 1975 et qui est à nouveau une obligation légale, cette question est centrale pour les personnes handicapées. Je veux dire, c'est le critère des efforts d'une société pour intégrer les personnes handicapées. C'est le critère. Non, je crois que ça n'affecte pas que le mouvement, d'ailleurs, ça affecte toutes les activités de l'homme en général, y compris la perception. Le monde, pour quelqu'un qui entend mal, est très différent du monde dans lequel nous vivons nous tous. Et il y a quand même énormément de création de normes par rapport à ça, mais de normes architecturales en particulier. Je veux dire, dès l'instant où on pense l'espace, on est obligé de penser le handicap. Et c'est quelque chose de fondamental. Un progrès majeur vient de là. Il faut permettre à la personne handicapée de se retrouver parmi nous, de se retrouver de la croiser. Rien que de le fait de la croiser dans sa ville, dans son supermarché. Donc c'est justement l'accessibilité qui permet ce genre de choses. Donc, quand on revient à l'histoire au Moyen-Âge, où on voyait les tableaux de Bruegel, il y avait toujours un bossu, un cul-de-jatte quelque part qui était au milieu de la grande place du village. Toujours, hein, il faisait totalement partie. Il était là, voilà. Et ben on demande juste, enfin on demande pas du tout. La personne handicapée est là, au milieu. Elle fait ses courses et en plus à force de les voir, à force de ça améliore tout. Donc vraiment le côté accessibilité, c'est plus qu'un respect de la difficulté, c'est vraiment un respect de la personne. Il était là dans le tableau. Je ne sais pas s'il était là toujours de la même façon, d'une façon dans la vie, oui. Je souligne ça parce que je pense quand même que la place que l'on réserve aux handicapés est assez souvent liée à une conception morale du monde. Et la plupart du temps quand même, c'est une place qui renvoie à l'idée du mal, on va dire, enfin qui renvoie à des choses très problématiques pour nous. Oui. Il y a eu deux grandes parties dans le Moyen-Âge. Il y a eu la partie où tout allait bien, la personne étant intégrée, et tout était normal. Et après, les famines, les guerres, les crises, et à ce moment-là, quand tout va bien, être intégré, quand ça va pas. C'est-à-dire, autrement dit, effectivement, que quand la société est fragilisée, elle se débarrasse de tout ce qui peut lui poser problème et de ses faiblesses. Ça rejoint on connaît malheureusement ce réflexe qui consiste à désigner parfois des boucs émissaires quand les choses ne vont pas bien. Eh bien, écoutez, continuons un petit peu à parler des handicapés. Et puis, je voudrais qu'on aborde un point. Souvent, les handicaps vont avec... sont plusieurs, en quelque sorte. Et les gens ne sont pas simplement handicapés, mais bien souvent polyhandicapés. Alors, Patrick Collignon, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel genre de handicap vont ensemble, finalement ? Est-ce qu'ils s'attirent l'un l'autre, en quelque sorte ? Alors, quel intérêt de cette classification ? Il est bien réel, il est bien pratique. Après la dernière guerre, avec l'impulsion des associations de parents, justement, il y a eu création d'institutions pour accueillir des enfants handicapés. Institutions pour infirmes moteurs, pour handicapés mentaux, pour handicapés visuels, auditifs, etc. Donc, les choses étaient différenciées. Et c'est vrai que c'était un grand progrès dans l'offre de soins, dans l'accompagnement, dans la prise en charge de ces enfants. On s'est rendu compte un peu plus tard qu'il y avait des laissés pour compte, les enfants porteurs de handicap associés.
c'est-à-dire les enfants, tels par exemple les enfants polyhandicapés, qui ont à la fois des troubles moteurs sévères, ils ne marchent pas, et des troubles mentaux sévères, ils ont une déficience intellectuelle profonde, plus d'autres choses. Ces enfants étaient laissés pour compte, ils étaient rejetés par toutes les institutions, ils n'avaient même pas de nom, le terme polyhandicap est apparu vers la fin des années 80. Et donc l'intérêt de cette classification, l'intérêt d'avoir inventé un nouveau mot, polyhandicap, multihandicap, c'est justement une démarche éthique quelque part, c'est la reconnaissance de ces enfants, de leurs besoins et la création d'institutions qui s'est faite dans notre pays depuis cette reconnaissance. Donc souvent, les enfants qui ont des handicaps congénitaux cumulent handicap moteur, handicap intellectuel et d'autres choses. Il faut le savoir, il faut en tenir compte dans l'accompagnement, dans l'offre de soins pour ces enfants. Corinne Thouram, votre fils Benoît est polyhandicapé. Oui. Donc est-ce que ça a ajouté à la difficulté de votre parcours par rapport à sa prise en charge? Oui, parce que c'est vrai qu'il a donc une déficience mentale, une déficience motrice, et en plus des traits autistiques, ce qui complique énormément la prise en charge, puisqu'il faut le... Et donc c'est vrai que ça demande l'Institut qui s'occupe vraiment des polyhandicapés, c'est une personne pour 3 enfants. C'est vraiment il faut s'en occuper, c'est presque 1 pour 1. Passons un petit peu à cette idée de classification. Jean Lodin, vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Vous aviez fait signe par rapport à la classification. Non, c'était simplement pour dire que classifier, c'était aussi une activité humaine ordinaire et que, dans le fond, avant même qu'il y ait des classifications faites par les médecins et par les administrations humaines, il y avait souvent des classifications pré-médicales, ou en tout cas Et au fond, quelque part, il y a dans la nature du handicap quelque chose qui l'amène à être classifié par les autres. Cette classification en fait, entre autres, parce qu'elle est comme ça spontanée et rejetante, des groupes à part. C'était un lien entre les deux questions, en fait. Ok. Alors, parlons un petit peu maintenant de l'identification, du dépistage et de la prévention, si on peut en parler, du handicap. Lydia Lépinois, vous travaillez au CAMPS, donc on a cité cette institution tout à l'heure. Comment est-ce que ça se passe, puisque vous jouez un rôle, en quelque sorte, dans le dépistage et la prévention du handicap? Je dis, répondre d'abord au niveau social, pour m'appuyer sur ce que disait tout à l'heure Corinne Thouram, c'est-à-dire si on voit que la société peut provoquer des handicaps à ses enfants en présentant des troubles ou des déficiences, là, c'est un problème. Effectivement, il faut permettre que cet enfant trouve sa place là où elle est naturelle, c'est-à-dire l'école avant tout. Et je n'insisterai jamais assez sur le rôle fondamental de l'école et qu'il faut là vraiment travailler pour que ce soit possible. Ça, c'est le premier point. Donc là, pour prévenir d'autres troubles qui peuvent se surajouter aux difficultés de départ de cet enfant. Donc le CAMS peut intervenir. Alors l'identification, Pierre Lecoz en parlera, je travaille un petit peu avec le diagnostic prénatal. Effectivement, il y a cet aspect-là. Mais au niveau du diagnostic prénatal, et je crois que le travail est important au niveau de l'accompagnement des parents face au diagnostic qui peut être fait et quand même à la façon dont la société voit le handicap. Parce que pour la trisomie 21, je dois le dire quand même, on assiste à une véritable politique d'éradication qui est dramatique pour notre société. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut imposer à une personne de garder, d'avoir un enfant trisomique si elle ne s'en sent pas capable. Mais néanmoins, ça veut dire qu'on y réfléchisse, qu'on donne la possibilité d'y réfléchir et qu'on lui donne le choix et que la société donne une place à ces enfants trisomiques. Alors là, il ressortira de la liberté individuelle de savoir si on se sent capable ou pas d'être parent d'un enfant ayant des difficultés particulières. Ça, c'est donc l'identification au niveau du diagnostic prénatal. Nous, au niveau du dépistage ou du prévenir le handicap, au niveau du CAMS, on travaille avec la PMI, protection maternelle et infantile, avec des réseaux de périnatalité qui commencent à se mettre en place pour essayer dès les premiers signes de souffrance de l'enfant, des déficiences répertoriées. Parce qu'on sait qu'être parent, on se le disait tout à l'heure avec la maquilleuse, qu'être parent, c'est difficile. Et c'est difficile pour tous. Néanmoins, quand un enfant a un code différent, alors là, c'est la panique. Et je pense que là, les accompagnements, c'est comme ça au CAMS qu'on conçoit notre travail d'accompagnement pour aider les parents à porter leur enfant. C'est-à-dire qu'on fait une alliance, on est dans un système d'alliance thérapeutique pour permettre aux parents de faire face à l'étrangeté de cet enfant, parce que
comme vous le disiez, je ne sais plus à quelle émission, vous parliez de cette étrangeté qu'il y a effectivement devant la déficience de l'enfant. Et de pouvoir aider ce parent à pouvoir lire les besoins de son enfant, parce que comme tout parent qui a besoin de comprendre les besoins de son enfant pour pouvoir y répondre. Et que là, comme le code s'en trouve modifié, de l'aider à le saisir. Et là, on peut apporter une aide pour qu'ensuite, le parent puisse trouver, lui, la réponse adéquate. En quelque sorte, prévenir le handicap, c'est ça. C'est en quelque sorte aider les parents à prendre en charge leur enfant, à savoir décoder, écouter, comprendre. Accompagner la parentalité. Ce que les enfants ont à faire passer comme message et vice-versa. Alors, le handicap, parfois, inspire un peu de dégoût, parfois de l'exaltation. Et ce regard-là aussi est quelque chose qui est important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un regard normal sur le handicap, si je puis dire, Pierre Lecause? Oui, on pourrait déjà soulever, puisqu'on vient de parler de dépistage, le poids aussi des représentations sur notre perception du handicap, des progrès de la technique. Car de plus en plus, nous pouvons dépister à l'époque prénatale des handicaps. On vient d'entendre parler du cas de la trisomie 21. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans l'imaginaire collectif au moins, on peut percevoir, identifier la quasi-totalité des handicaps physiques, ne serait-ce que par l'échographie, ou bien par la technique de l'amniosynthèse. Ce qui implique que quand un enfant trisomique apparaît, les parents ou même la société ne comprend pas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est passé à travers les mailles du filet, que c'est une aberration qui, à la limite, ne devrait plus avoir lieu aujourd'hui. Et on a même vu un sénateur pourtant de grand renom tenir des propos tout à fait étranges il y a quelques années en disant que les parents qui acceptaient un enfant handicapé alors qu'ils savaient, grâce aux techniques du diagnostic prénatal, qu'il était handicapé, avaient une attitude irresponsable. Donc une culpabilisation des parents qui vont faire porter le poids économique pour la société de la naissance de cet enfant. Ça, c'était un premier point, celui de la perception par rapport au progrès de la technique. Il y a un deuxième point qui est le rejet instinctif. Il m'est arrivé, à propos de l'avis que le comité d'éthique a rendu sur la greffe du visage, d'apprendre que nous rejetons, ce sont des psychologues qui s'en sont rendus compte, spontanément, instinctivement même, une difformité quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que notre œil a une capacité à détecter immédiatement sur un visage la moindre dissymétrie. Et il s'ensuit un mouvement de rejet. Donc nous avons, à travers des débats, des réflexions philosophiques, à surmonter cette espèce de répugnance spontanée ou d'effroi que nous pouvons avoir en face de ce qui nous paraît étrange et différent. Et ça, c'est le rôle, je crois, de la culture, des arts. Jean Lodin veut ajouter un mot. Jean Lodin. Qu'est-ce qu'un regard normal? Je crois qu'il faut aussi avoir un regard, enfin une conception psychopathologique de cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un regard normal? C'est un regard qui voit. Et en tout cas, c'est un regard qui permet d'apprendre à voir. C'est-à-dire que ce qui n'est pas normal dans notre comportement vis-à-vis du handicap, c'est lorsque nous faisons semblant de ne pas le voir. Et faire semblant de ne pas le voir, et faire comme si ça n'existait pas, c'est quelque chose qui nous permet de croire au Père Noël, en quelque sorte. Et ça nous permet de croire au Père Noël en faisant croire à quelqu'un d'autre au Père Noël. C'est en faisant croire aux enfants au Père Noël qu'on peut croire que finalement il existe. Et c'est pareil par rapport au handicap. C'est ce que les psychopathologues appellent le déni. C'est un mécanisme de défense. Et ça, c'est quelque chose qui est porteur de beaucoup de douleur, je crois. Parce qu'un handicap qui est dénié, c'est source d'efforts inutiles, de déceptions terribles, c'est source de pseudo-mutualité, de rejet. Et je crois que là, c'est quelque chose de fondamental. Maître Bayon-Passe, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, deux mots, mais très bref. Un, pour rebondir, puisque je voulais effectivement souligner que regarder, c'est déjà ne pas nier. Et alors, regarder normalement, ça évoque effectivement le regard qui consiste à regarder la personne handicapée comme une personne. Et pour savoir si on oscille entre dégoût, exaltation, monstruosité, peur, crainte, je pense qu'il y a un tabou en matière de personnes handicapées, de certaines personnes handicapées, c'est que pour les regarder normalement, il faudrait accepter aussi de regarder leur sexualité. Et ça, c'est un vrai grand problème et éthique et juridique,
Quid de la sexualité des personnes handicapées, parce que c'est aussi comme ça, enfin il y en a d'autres qui sont plus compétents que moi, qu'elles sont vraiment entièrement des personnes. Et nous savons que le Comité consultatif national d'éthique a rendu en 96, je crois, un avis sur, entre guillemets, c'est pas comme ça que c'était intitulé, mais c'était le thème, quid de la stérilisation des enfants handicapés. Voilà, c'est une vraie question là, alors à laquelle la société ne veut pas toucher. Oui, là, on refuse de voir. C'est une question qui est complètement taboue. On refuse de voir. Oui, Patrick Collignon, vous avez un mot à dire là-dessus. Non, je voudrais revenir sur la question du diagnostic anténatal et de la prévention. Oui. Et on pourrait l'élargir aussi à la prévention néonatale, hein, l'accompagnement des grossesses et des naissances. Il faut rester modeste. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des progrès considérables dans l'imagerie, dans les amniosynthèses, mais on voit encore régulièrement des situations où le diagnostic n'est pas fait parce qu'il n'est pas faisable. Je tiens à dire qu'à notre époque encore, un tiers des enfants en situation de polyhandicap, il n'y a pas d'explication pour un tiers de ces enfants, même avec les techniques, une fois que l'enfant est présent. Donc cette question du dépistage et du diagnostic anténatal ne doit pas se poser en termes de questions d'éradication, hein, mais comme vous disiez tout à l'heure, en termes de questions de choix face à un couple, face à une maman enceinte, face à un individu. Et ce choix n'est pertinent que si en balance avec la question de la déficience, des difficultés de l'enfant, on a une société qui est accueillante et qui a un regard positif sur ce qui est notre sujet du jour. Il ne faut pas s'imaginer que tout est dépistable, sinon la question va être escamotée. Par contre, il y a un point aussi qui est très important, et souvent on parle de handicap en ces termes. On parle de handicap en termes de coût pour la société, voire de coût pour l'individu ou pour la famille. Et on dit, voilà, qu'est-ce que ça coûte? Alors, Patrick Collignon, vous avez un peu un point de vue là-dessus. Effectivement, si on parle de l'organisation de la prévention, par exemple, on parlait d'amniosynthèse tout à l'heure, eh bien, on a des discours, des estimations de coût du handicap en rapport avec le coût du système de prévention, ce qui est une démarche, au fond, quelque part tout à fait légitime de la part des spécialistes de santé publique. Moi, je tiens à dire que la question du coût du handicap, c'est la question du coût de la personne humaine, et là, ça pose vraiment, ça interroge sur le plan éthique. Et si on parle de coût, il faut aussi savoir faire deux colonnes. La colonne des dépenses, c'est-à-dire les efforts que la société va faire en faveur de telle personne. La colonne des recettes. Mais la question aussi de cette personne handicapée, apporte-t-elle quelque chose à la société? Moi, je tiens à dire, en tant que médecin qui s'est occupé de personnes handicapées, que s'occuper de ces personnes, c'est très valorisant, que c'est un beau métier, qu'on a droit à une reconnaissance. Et donc ça, mettez-le, s'il vous plaît, dans la colonne des recettes. Oui, j'imagine aussi que le nombre d'emplois que peut créer la prise en charge des personnes handicapées est aussi à mettre dans la colonne des recettes. Voilà. Pierre Lecause, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un mot sur la représentation trop économiste qu'on a de la richesse. Car la richesse, c'est aussi la richesse affective. La rencontre avec ses enfants, la capacité qu'on peut avoir de leur donner des moments de tendresse et de joie en dépit de ces difficultés. Et puis, il y a même la richesse en termes de créativité. Alors là, je vais citer un philosophe qui n'était pas handicapé, mais quand même malade, très malade, qui est Nietzsche, et qui avait la syphilis. Donc, il n'a pas pu exercer des fonctions d'universitaire qui touchaient une rente. Mais à l'arrivée, voilà un penseur qui a créé une richesse intellectuelle et culturelle sans précédent. Oui, enfin, il y a des exemples de toutes sortes de personnes handicapées, vraiment handicapées, qui ont laissé leur qui nom ont, comment dire, ajouté... absolument, une valeur ajoutée, et pas une valeur économique. Je crois qu'il y a aussi des handicaps qui, quelque part, peuvent être valorisés par la société. Il n'y a pas qu'un regard social qui dévalorise. Un exemple, enfin, comparatif assez célèbre, qui est cité par Georges Devereux, l'ethnopsychiatre, c'est une comparaison. En fait, il compare ce qui est arrivé à Tamerlan et ce qui est arrivé à un Indien qui aurait dû devenir chef et qui, parce qu'il avait eu un traumatisme qui le rendait boiteux quand il était petit, ne pouvait pas devenir chef et surtout aller chercher dans la forêt, lors de l'initiation, un cheval, monter dessus et revenir comme un grand. Et donc a été proscrit et a dû prendre des habits de femme et marcher à la gare à reculons. Bon, ça c'est une vision négative. Mais il y a aussi une vision positive. Et Tamerlan, par contre, est devenu un très très grand chef de guerre, entre autres parce que lui aussi était handicapé. Il ne pouvait se déplacer qu'à cheval.
Et l'homme qui se déplace comme ça à cheval était très valorisé. Et quelque part, son handicap qui faisait qu'il ne pouvait pas se déplacer tout seul sur ses jambes, quelque chose qui lui a permis de devenir un grand homme. Je crois que c'est un peu des mythes, c'est-à-dire ce sont des fictions. Il faut les prendre comme c'est un peu naïf de les citer comme ça, mais je crois qu'elles renvoient à l'idée qu'il n'y a pas qu'une représentation sociale négative du handicap. Il y a l'idée de surmonter, et l'idée que de surmonter le handicap est quelque chose qui est très valorisé et valorisant en soi. Oui, c'est sûr que quand on peut passer outre ce handicap et finalement se réaliser d'une manière ou d'une autre, ou réaliser en tout cas un objectif, quelque chose qui est valorisé par la société, on a doublement réussi. Et finalement, au crédit du handicap, on peut aussi ajouter toutes ces choses. Aurine Touram, je me tourne vers vous pour un dernier témoignage. Au quotidien, comment vit-on avec un enfant handicapé? Quelles sont les joies et comment dire, les bonheurs que l'on vit chaque jour et aussi toutes les difficultés auxquelles vous avez à faire face? Écoutez, c'est une grande joie. C'est sûr qu'il y a des difficultés physiques, des fatigues physiques. Mais sinon, vraiment, je pense que mon fils m'a beaucoup appris. Il y a quand même une évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on a envie que son enfant soit comme nous. Parce qu'on se dit, pour qu'il soit heureux, il faut qu'il soit comme nous. Donc on a une tendance à le tirer vers soi, donc par des exercices, de la kiné, etc. Et en fait, mon fils a fait donc un repli autistique. C'est-à-dire que nous qui l'aimions tant, qui faisions tout pour lui, on faisait le maximum, il a cessé de nous regarder. C'est-à-dire qu'on a perdu son regard. Et donc on s'est dit, mais pourquoi une telle agression alors qu'on fait tout pour lui? Et en fait, je pense qu'il y avait une pression qui était telle qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et en fait, c'était sa manière, puisqu'il ne pouvait pas parler, ni s'exprimer. C'était une toute petite, il avait 1 an. Hein. Et donc, il nous a dit, regardez-moi comme je suis, aimez-moi comme je suis. Et donc, en fait, ça a été un très, très long chemin, puisque ça a mis des années pour que je regarde cet enfant comme il était aujourd'hui, et que je ne projette pas, il va marcher, il va faire ci, etc. Et c'était vraiment de le regarder comme ça. Et ça a été un apprentissage du respect de sa personne, du respect, et de me mettre à sa place, de savoir ce qui était bon pour lui, ce qu'il voulait, ce qui le rendait heureux. Et je pense que c'est tout après découle de là. C'est respecter son enfant, le regarder, et donc changement de vie total sur qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, qu'est-ce qui est important. On n'est pas ici on n'est pas sur terre pour très longtemps. On est là pour apprécier les bonheurs que nous donne la vie. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même plus important la recherche du bonheur que tout ce qui va autour, et essayer de lui donner une vie d'enfant, parce que finalement ces pauvres enfants. Si on s'écoutait, ils passeraient leur journée à faire de la kiné, de la psychomotricité, encore que la psychomotricité justement amène de la joie dans l'apprentissage, mais de l'orthophonie, de la piscine, et en plus qu'avec des adultes, parce que finalement ils se retrouvent avec ses parents et avec des adultes, des gens qui viennent. Bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'il faut, c'est être avec des enfants, qu'il soit au milieu d'enfants, donc essayer de l'intégrer, mais même après, quand il va dans un institut, il se retrouve avec des enfants qui se comprennent, et lui donner une vie d'enfant. Et quand on a passé tout ce cap et que vraiment on ne cherche plus, c'est comme les origines. Au début, on a focalisé sur les origines, qu'est-ce qu'il a. Alors on passait son temps en fait à vivre dans le futur, ou dans le passé. Là, on était dans les origines, donc dans le passé, et à se dire... Et on ne le regardait pas. On essayait de trouver une connaissance médicale. Et on n'essayait pas de trouver une reconnaissance. Donc on était ou dans le passé ou dans le futur. Et on ne regardait pas notre enfant. Et c'est vraiment par sa petite volonté là, très forte, qu'il nous a dit « j'arrête là ». Donc c'est quand même extraordinaire la force de ces enfants, de cet enfant en tout cas, qui nous a dit « j'arrête ». Alors ça fait très peur et... Ça fait très peur et ça remet tout en cause. Et ce côté de se valoriser, de se dire j'ai tout fait, moi je fais tout pour lui, etc. C'est pas vrai, c'est lui qui décide, c'est lui qui est actif. Hein. Et en fait, il ne progresse que quand il est décideur, que quand il est actif, quand il veut faire la chose, à ce moment-là, ça fonctionne. Donc toute la difficulté pour vous, c'est d'arriver justement à décoder les messages qu'il peut vous envoyer et puis vous-même de lui apporter ce qu'il demande finalement et de répondre à ses besoins, de comprendre ses besoins et d'y répondre aussi simplement que cela. Vraiment, pour que j'accepte Benoît comme il est, sans chercher à voir ce qu'il va pouvoir faire, etc. J'ai mis 8 ans quand même. Je me suis rendu compte à 8 ans parce que justement on m'avait...
Pierre Lecause m'avait demandé de parler, donc j'avais été obligée d'écrire tout ce que je pensais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je commençais à peine à ne pas chercher autre chose, à l'aimer comme il était, à aimer cet enfant, cette personne, comme elle est aujourd'hui, avec son handicap. Donc c'est long, hein. Bien, Corinne Thuram, merci pour ce témoignage, merci pour ces propos. Nous parlerons demain du regard social sur le malade psychiatrique. Et donc, à demain. Merci à tous sur Question d'éthique.